des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce 11e épisode de la saison 6 de Tranches de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler « Retenez-le ». Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et à nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement. Sans transition, Max, retenez-le, il y en a un qu'on n'arrive plus à retenir. Vous imaginez bien de qui on veut parler ici, c'est Donald Trump et la situation aux États-Unis. Oui, ça, on a vraiment du mal à le retenir. Bon, alors, faut dire que on a du mal à retenir Donald Trump d'aller faire du golf parce que il a déjà passé plus de la moitié de son temps depuis qu'il est en fonction sur un terrain de golf à Mar-a-Lago. En même temps, c'est plutôt bon pour ses propres finances puisque, on le sait, Donald Trump, il fait payer des surcharges, des surcoûts aux services secrets américains qui doivent loger à Mar-a-Lago dans sa résidence. Donc en fait, le plus de temps il passe sur les terrains de golf et en Floride, le plus d'argent rentre dans la caisse. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour lui. Alors, quand on parle de l'administration de Trump, naturellement, un truc qui nous vient tout de suite en tête, c'est tout ce qui se passe avec le DOGE, le département pour l'efficience du gouvernement, dont Elon Musk est à la tête, et qui globalement a une certaine carte blanche donnée par Donald Trump. C'est impressionnant. Un peu trop blanche parfois, on y reviendra. Bon, alors après on l'a pas retenu, hein. Ouais. Après avoir viré 300 ingénieurs du ministère de l'énergie en charge de la sûreté des armes nucléaires, qu'ils ont ensuite, quand ils se sont rendus compte de leur méprise, essayé de rappeler pour annuler la rupture de contrat, ce qui est ballot, c'est que leurs emails avaient été désactivés, du coup ils n'avaient plus aucun moyen de les contacter. C'est pas de chance quand même, hein. Apparemment, la même histoire est en train de se dérouler avec l'IRS, donc c'est le fisc américain, où 6700 employés ont été virés vendredi dernier, au moment où démarre la période de collecte des impôts, donc ça ne va pas forcément aider à remplir les caisses de l'État, qui est pourtant un objectif de Donald Trump. Alors, autre news récente, fraîche, c'est l'email qui a été envoyé samedi matin par un email un peu générique du département des ressources humaines de l'État fédéral. Ils ne se sont pas retenus. C'est le même email que Elon Musk avait envoyé à tous les employés de Twitter lorsqu'il avait racheté l'entreprise. En gros, un email qui dit que d'ici une période très courte, chaque employé doit répondre en 5 points pour dire en gros quelle est la valeur ajoutée qu'il a eue la semaine précédente et que sur cette base, on décidera si l'employé reste ou si il est viré. Alors vous imaginez bien, cet email a été envoyé donc à 2,4 millions d'employés fédéraux en leur donnant l'échéance de lundi soir pour répondre, sinon il serait viré. Alors un email générique, je crois que c'est hr@opm.gouv, hors de toute chaîne hiérarchique, ce qui a complètement sidéré tout le monde en fait. Alors certains directeurs, par exemple le nouveau directeur du FBI ou la hiérarchie du ministère des Affaires étrangères, ont d'emblée donné instruction à leurs employés de ne pas répondre en disant que le ministère ou l'agence du FBI, en gros, répondrait à la demande de savoir ce que font les employés et qu'ils ne devaient pas divulguer d'informations en dehors de leur chaîne hiérarchique, ce qui peut faire sens, effectivement, d'envoyer des informations sur tout ce qu'ils ont fait. Ça semble un peu bizarre. Bon, alors, est-ce que finalement, cette politique de réduction du nombre d'employés fédéraux, c'est un succès? Alors, je l'ai dit, il y a 2,4 millions d'employés. L'objectif de Donald Trump, c'est de réduire de 75% la masse salariale du gouvernement américain. Donc, ça fait quand même un sacré monde. Et à ce jour, seulement 75 000 personnes ont quitté l'administration. Alors 75 000 personnes, c'est déjà pas mal, mais ça représente quand même pas grand-chose au regard des 2,4 millions d'employés, donc hors services postaux et hors militaires. Et si on peut penser qu'une réduction des dépenses de l'État dans un pays comme les États-Unis qui a une dette massive, l'année dernière, ils ont ajouté à leur dette, qui était déjà énorme, 1,8 trillion de dollars, c'est surtout la manière de le faire et le côté absolument extrême et l'impact majeur, y compris sur l'économie, qui interroge.
Alors la purge, on vous avait dit la dernière fois que progressivement ils allaient d'agence en agence et de département en département. Eh bien la purge, elle continue cette fois au Pentagone où Donald Trump et son secrétaire à la défense ont licencié vendredi 6 personnalités, 6 autorités principales, dont le général Charles Brown, qui est le chef d'état-major, et plusieurs généraux, amiraux, dont l'amiral Lisa Franchetti, qui est en charge de la marine, et une autre amirale, Linda Fagan, en charge des gardes-côtes. Alors, comme d'habitude, c'est la même justification qui est apportée. Finalement, ces nominations, sous l'ancienne administration, celle de Biden, relèveraient de la politique de la diversité. Il faut dire que Charles Brown, c'est le premier général noir en charge des forces armées américaines. Et bien sûr, les 2 autres, c'est des femmes. Et du coup, voilà, faut simplement virer ces gens-là qui n'avaient pas à être nommés. Alors, c'est quand même assez stupéfiant parce qu'en général, l'armée américaine, eh bien, elle est apolitique et les militaires servent quelle que soit l'administration. Et naturellement, quand on arrive tout en haut de l'échelle, c'est qu'on a progressé avec des années d'expérience. Mais comme sous son premier mandat, eh bien, on se retrouve avec une politisation par Trump des échelons supérieurs de l'armée. Alors, en même temps, il a aussi décidé de virer les chefs de la justice militaire, et ça c'est extrêmement inquiétant parce que ces gens-là, leur rôle, c'est d'interpréter la loi et de dire si l'action militaire elle est conforme à la loi. Alors malheureusement, ça ne présage rien de bon parce que globalement, ça pourrait vouloir dire que si l'armée est utilisée de manière qui ne soit pas conforme à la loi, eh bien il y aura plus ces gens-là pour effectivement garantir que c'est l'action de l'armée est conforme. Alors le nouveau ministre de la Défense, vous vous en souvenez, c'est un ancien présentateur de la chaîne Fox, pas du tout calé en matière de défense. Trop ce sujet. Eh bien, il a initié des coupes budgétaires et de personnel. L'objectif qu'il a annoncé, c'est de réduire de 5 à 8% la masse des 950 000 employés civils du Pentagone. Alors, il faut dire qu'effectivement, les armées, c'est extrêmement important. C'est un département très massif. Et puis, il y a un audit budgétaire qui a été lancé par DOGE. Alors finalement, la seule bonne nouvelle, c'est que les recours judiciaires permettent dans la majorité des cas de suspendre les décisions présidentielles, au moins dans un premier temps. Alors la procureure de New York, elle a gagné son recours fédéral pour empêcher effectivement DOGE d'avoir accès aux données personnelles du Trésor. La Cour suprême saisit en urgence dans le cadre d'une ordonnance pour suspendre la décision de virer le directeur d'une agence de surveillance. Elle a refusé de valider la décision de l'administration, mais c'est qu'une demi-bonne nouvelle parce que si elle refuse de prendre une décision dans l'urgence, bien elle le fera plus tard. Elle ne prend aucun parti, elle dit simplement que la procédure peut continuer au niveau inférieur. Alors il faudra voir dans tous les cas si les décisions judiciaires qui invalident les ordres présidentiels, est-ce que la Cour suprême se rangera du côté de Trump ou non? On sait qu'elle est assez politisée et qu'elle est largement en faveur, l'équilibre est largement en faveur des républicains. Alors du coup, ça sera important dans les mois qui viennent pour voir comment le respect de la loi va se dérouler dans un contexte où Donald Trump se déclare tout puissant, y compris sur les lois votées par le Congrès. En gros, il dit que c'est l'échelon exécutif qui décide de la loi dans le pays. Il s'est même déclaré roi dans un tweet ces derniers jours. Complètement lunaire. Retenez-le, mais lui ne se retient pas. Alors du côté de l'économie américaine, vous vous souvenez, Donald Trump, il avait promis que avec son arrivée au pouvoir, tout irait mieux. Et en réalité, les nouvelles ne sont pas très bonnes. L'inflation grimpe, la bourse chute. Le prix des œufs n'a toujours pas baissé. Voilà. Comme on le voit dans les indices du Dow Jones, du Nasdaq et de l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines. Et des actions Tesla. Ça, c'est pour une autre raison. C'est parce que les gens ne veulent plus acheter de voitures Tesla parce que Elon Musk est complètement barré. Et donc, forcément, les nouvelles sont pas bonnes. Le prix du carburant augmente, alors que, vous vous souvenez, le motto de Donald Trump, le slogan de Donald Trump, c'était « Drill, baby, drill », donc forer, forer, forer. Ça n'arrive pas. Et la confiance, globalement, des entreprises, elle chute sur fond aussi des taxes à l'importation qui vont faire du mal à l'économie américaine.
Voilà. Et dans ce contexte-là, on voit aussi que la guerre commerciale que Donald Trump, enfin plus que commerciale d'ailleurs, notamment avec le Canada, où Donald Trump continue de dire que le Canada devrait être le 50e État des États-Unis et que globalement le Canada sert à rien. 51e. J'ai pas dit 51e. C'est pas grave. Bon, allez, pour finir et aussi pour faire une petite transition avec la prochaine rubrique, eh bien, il y a eu la semaine dernière la conférence de sécurité de Munich. C'est une conférence qui a lieu tous les ans où se regroupent en gros les autorités politiques et affaires étrangères, défense de toute l'Europe, et y compris aussi des États-Unis. Et là, les États-Unis étaient représentés par le vice-président américain, J.D. Vance, et au lieu de parler du sujet de sécurité fondamentale qui inquiète et qui préoccupe l'Europe, les Européens, à savoir la guerre en Ukraine et la menace de la Russie, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné une leçon sur la liberté d'expression, la démocratie, et la menace principale, qui est celle de l'immigration pour l'Europe. Donc, c'est vrai que c'était un peu décalé, surtout quand on pense que cette administration américaine est quand même assez, a une approche toute particulière de la démocratie. On se souvient des insurrections le 6 janvier pour contester les résultats en 2020 de la victoire de Joe Biden. On se souvient d'un mail du secrétaire d'État qui vient de partir sur les abonnements, d'ailleurs, tu vas nous en parler. Oui, voilà, tu vas un peu plus vite. Effectivement, l'administration à Washington, elle met de côté les médias qui ne diffusent pas, en gros, sa bonne parole ou sa propagande. Associated Press, qui est l'équivalent de Reuters aux États-Unis, n'a plus d'accès à Donald Trump, donc plus d'accès au bureau ovale, parce que il n'utilise pas la dénomination de Golfe d'Amérique pour parler du Golfe du Mexique. Vous vous souvenez que Donald Trump avait décrété que désormais le Golfe du Mexique devait s'appeler Golfe d'Amérique. Le département d'État a annulé tous les abonnements à différents journaux, The Economist, le New York Times, Politico, Associated Press et Reuters. Les correspondants de ces médias classiques traditionnels se font virer du Pentagone à la place pour mettre des médias qui sont alignés sur le discours de Trump. Et Musk et l'administration Trump, y compris le président et le vice-président, eh bien, soutiennent tous les courants d'extrême droite en Europe en appelant à la victoire aux élections, y compris notamment pour les élections en Allemagne où ils soutiennent très ouvertement l'AfD, le parti d'extrême droite, donc sur les élections qui ont lieu ce week-end. Très très ouvertement, genre très 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 ouvertement, genre des tweets sur sur Twitter, des visites en Allemagne. Oui, J.D. Vance, le vice-président américain, a été quand même rencontré les leaders du parti AfD, qui quand même fait assez mauvais genre. Et naturellement, et c'est là avec le lien avec la suite, la prochaine rubrique Guillaume, Trump refait complètement l'histoire de la guerre en Ukraine en mettant la responsabilité sur Zelensky et en essayant, en gros, de lui estorquer la main sur les ressources minières en Ukraine, au motif que les États-Unis auraient donné des milliards et des milliards et des milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine, là où l'Europe n'avait rien fait. Alors c'est la transition. Maintenant, Guillaume, tu nous parles du coup de l'Ukraine ? Merci Max, effectivement, je vais essayer d'être bref et rapide sur l'Ukraine. La situation en Ukraine, c'est voilà, on est toujours sur, on vous en parlait à la fin de l'épisode précédent, sur une situation au niveau purement militaire terrestre aujourd'hui où les avancées, les petites avancées russes qui avaient eu lieu depuis quelques mois sont stoppées. On est de nouveau dans une espèce de statu quo où il n'y a pas vraiment d'avancée ni dans un sens ni dans l'autre. Et puis surtout, il y a une forme d'attentisme. Il y avait une forme d'attentisme venue tant de la Russie que de l'Ukraine pour voir ce qu'allait faire Donald Trump. Donc ça a mis un peu de temps puisque depuis le 20 janvier, il s'est écoulé quasiment 2 semaines avant qu'on commence justement à la fameuse conférence sur la sécurité de Munich il y a une dizaine de jours à avoir des indices sur ce que Trump allait réellement faire en Ukraine. On avait eu au début après son investiture quelques paroles un peu floues disant qu'il soutiendrait l'Ukraine si c'était dans l'intérêt des États-Unis, etc., etc. Toujours le même discours. Mais il avait aussi, il faut se souvenir, promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, sans toutefois expliquer comment. Il a très vite aussi critiqué les milliards de dollars dépensés par les États-Unis. On parle aujourd'hui de 116 milliards qui auraient été effectivement investis par les États-Unis. Il y en a beaucoup plus qui ont été promis, mais pour l'instant, c'est ce qui a été investi. Et surtout,
surtout, il a assez rapidement annoncé son intention de négocier directement avec la Russie. Il a donc parlé d'abord à Vladimir Poutine, puis il a appelé Volodymyr Zelensky. C'était le premier contact évoqué publiquement entre le président américain et le dirigeant russe depuis décembre 2021. Il a également écarté la perspective d'une adhésion à l'Ukraine à l'OTAN et a minimisé la possibilité d'un retour aux frontières d'avant 2014. Voilà, tout ça. Donc tout ça, c'est des petits mots, mais clairement, on aurait peut-être dû essayer de le retenir parce que c'est des petits mots qui ont un énorme impact, parce qu'en gros, ça veut dire qu'il est prêt à vendre père et mère, jusque-là on n'est pas très surpris, pour récupérer quoi en Ukraine, et récupérer peut-être les terres rares, parce que l'Ukraine est un vivier de terres rares. Sauf que petite nuance, alors j'y reviendrai après sur cette nuance, mais ces terres rares, elles sont donc aujourd'hui très importantes. Il y a pas mal de pays qui regardent avec envie d'autres pays plus faibles qu'eux, notamment la Chine, maintenant les États-Unis, la Russie, pour essayer de récupérer ces fameuses terres rares. Et donc, à l'aune de la conférence de sécurité de Munich, Donald Trump a envoyé son ministre des Finances pour faire signer à Volodymyr Zelensky, qui n'a pu en prendre connaissance que quelques minutes avant la réunion, un accord disant qu'en échange de tout ce que les États-Unis avaient dépensé en Ukraine depuis le début de la guerre, l'Ukraine cédait 50% de ses terres rares. Oui, mais sauf que, on espère que Zelensky est bien entouré, on le souhaite. Lui d'ailleurs, il a refusé de signer. Voilà, lui n'a pas refusé de signer en l'état, je précise bien en l'état, puisqu'il y aurait des pourparlers toujours en cours, mais tout simplement parce que c'était donner un chèque en blanc sur les terres rares de l'Ukraine aux États-Unis sans qu'eux ne donnent aucune garantie derrière. Alors il faut savoir qu'une grande partie de ces terres rares sont situées dans les territoires qui aujourd'hui sont en conflit, notamment dans toute la partie est de l'Ukraine, et que donc l'objectif probablement de Volodymyr Zelensky à ce stade, c'est de continuer à négocier avec les États-Unis, mais avec des garanties de sécurité, par exemple en leur promettant qu'ils pourraient exploiter les terres rares qui sont situées dans ces zones de conflit, ce qui impliquerait donc que la Russie s'en retire avant. On espère en tout cas qu'il ne va pas... on rappelle quand même que l'Union européenne a dépensé effectivement plus de 134 milliards, donc davantage que les États-Unis. J'ai peu d'espoir, mais j'espère que l'Union européenne saura faire preuve d'une certaine... force, d'une certaine ne sera pas dans la retenue, pour le coup, qu'on ne la retiendra pas pour justement s'opposer à cet accord et bien montrer qu'elle a sa place sur la scène. C'est compliqué puisque les États-Unis, depuis le début, ont décidé de complètement se passer de l'aide des Européens. Ils ont mis en place une première série de pourparlers avec les Russes en Arabie Saoudite, leur meilleur pote. Évidemment, l'Arabie Saoudite, ça lui est membre aussi de l'OPEP, tout comme les États-Unis, tout comme la Russie. Bref, on est entre bros. Et c'est assez pour parler, ni l'Ukraine ni l'Europe n'ont été invités. L'administration Trump, en fonction de qui on demande, souffle un peu le chaud et le froid. Est-ce que l'Europe sera invitée? Probablement pas, en tout cas pas dans l'immédiat. Est-ce que l'Ukraine sera invitée? Oui, mais sans doute en tant qu'observateur. Ça, en tout cas, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on lit entre les lignes de ce qui se dit. Par ailleurs, la Russie demande, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, un changement de régime à Kiev, une démilitarisation de l'Ukraine et le non-déploiement de troupes européennes pour garantir un futur accord de paix. Donc, on sait que ça commence quand même de façon assez compliquée. On ne voit pas comment il y aurait un changement de régime de Kiev, même si Donald Trump et ses amis ont essayé de pousser sur le fait que il n'y avait pas eu d'élection depuis le début de la guerre en Ukraine. Sauf qu'il n'y a pas eu d'élection parce que dans la constitution ukrainienne, il est marqué qu'en cas de loi martiale, les élections sont repoussées à la fin de la loi martiale. Donc aujourd'hui, il ne peut pas constitutionnellement, c'est un respect de la constitution ukrainienne qui fait qu'il n'y a pas d'élection pour l'instant en Ukraine. On imagine mal quel intérêt d'ailleurs ça pourrait avoir, autant démocratiquement que en matière de défense, de tenir des élections aujourd'hui dans un pays qui est en proie à la guerre de façon aussi forte face à un adversaire coriace et qui trouve des soutiens inattendus au travers des États-Unis. Alors, naturellement, les Européens sont inquiets de la précipitation de ces négociations qui, en 10 jours, ça bouille. Donald Trump l'avait promis dans les 24 heures de son arrivée. Effectivement, il est déjà un peu à la bourse, un peu comme notre ami Vladimir Poutine qui avait promis qu'en 3 jours, il prendrait l'Ukraine. Raté, malheureusement, tout comme la paix n'a pas été faite en 24 heures à l'arrivée de Trump. Les Européens craignent donc ces concessions qui sont faites, qui vont au détriment de l'Ukraine, de l'architecture de sécurité de l'Europe entière. Et
Il redoute aussi que l'administration Trump accepte, comme on le craint, les concessions territoriales pour céder tout ce qui a été pris par les Russes jusqu'à maintenant. Ça me permet de faire une petite aparté rapide sur l'Union européenne. Donc, dans ce conflit et dans ces derniers jours, alors Emmanuel Macron a souligné en France l'importance de l'Union nationale et européenne face à la menace russe et a appelé un renforcement de l'effort de défense européen. Il va se rendre à Washington pour rencontrer Donald Trump. Ce ne sera pas le premier. Ils ont aussi parlé, sans vraiment que ça donne des résultats concrets, de même qu'il a invité à l'Élysée en début de semaine les chefs d'État de 6 pays européens ainsi que les représentants de l'Union européenne pour discuter de la question de la sécurité et de la défense en Europe. Puis 2 jours après, il a fait une réunion visio avec d'autres chefs d'État de davantage de pays. On ne sait pas trop ce qui en est sorti. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que pour l'instant l'Union européenne n'est pas unie sur cette question. On a plusieurs groupes. On a un groupe qui inclut le Royaume-Uni et la France, qui est favorable à des garanties de sécurité très solides, allant jusqu'au déploiement de troupes. Un deuxième groupe avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui soutient l'Ukraine, mais plus réservé, disons, sur le déploiement de troupes. Et puis un troisième, incluant la Hongrie, l'Autriche et la Slovaquie, que des gens très bien, qui expriment une grande réserve quant à l'engagement de moyens pour assurer la sécurité de Kiev. Bon, on n'est pas étonné de voir qui est sur cette liste. La grande question qui se passe en fait aussi, c'est faut-il se débarrasser de la sacro-sainte règle de non-dépassement du déficit, de maintien du déficit à 3% du PIB au sein de l'Union européenne, ou faut-il l'adapter, par exemple en retirant du calcul de ces 3% les dépenses liées à la défense nationale européenne et le soutien à l'Ukraine. Ce qui est une demande récurrente depuis ces dernières années par un certain nombre d'États membres, notamment les plus endettés. Tout à fait. On pourrait imaginer que l'Union européenne se prend donc un coup de pied au cul, pardon pour l'expression, mais que du coup, elle va se relever et faire des propositions. On n'en est pas là. C'est long, ça va sans doute être très long. Tu m'avais parlé, Max, on avait parlé déjà des moyens qui existent pour contourner les pays qui seraient réticents à s'investir dans le domaine, les pays européens qui pourraient bloquer l'investissement dans ce domaine. Il y a une dernière donnée dont je voulais vous parler aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est le 23 février, ont lieu des élections en Allemagne, des élections importantes pour renouveler le Bundestag, l'équivalent de l'Assemblée nationale, et que ces élections devraient porter en principe les conservateurs au pouvoir, mais au sein d'une coalition qui prendra plusieurs semaines ou plusieurs mois à se mettre en place. Donc, tant qu'on n'aura pas de gouvernement en Allemagne, ce sera sans doute compliqué aussi d'avoir des avancées, d'autant que le chancelier présomptif, Friedrich Merz, s'est longtemps présenté comme un fervent soutien de Kiev, mais depuis le début de la campagne, il y a 3 mois en Allemagne, il est devenu beaucoup plus modéré, notamment sur l'envoi de missiles Taurus qu'il refuse finalement après avoir proposé plutôt de les demander plutôt qu'ils soient envoyés, pour ne pas que l'Allemagne soit impliquée directement dans la guerre. Voilà, on est dans une situation où on voudrait que chacun fasse preuve de retenue. On ne sait pas si ce sera vraiment le cas. On aimerait en tout cas que l'Union européenne avance enfin d'une voie unie, puisque c'est notre défense, c'est la sécurité du continent européen qui est aussi en jeu au final, avec si on est pris entre les États-Unis qui nous ouvrent des velléités sur le Canada, mais aussi sur le Groenland et donc le Danemark, et puis de l'autre côté la Russie qui a envahi l'Ukraine et qui menace de plus en plus ses voisins et sans grande retenue, notamment via ce qu'on appelle la guerre hybride et puis des guerres cachées. Il y a des étonnantes ruptures de câbles qui se produisent, de câbles de données qui se produisent dans la mer Baltique ces derniers temps. Voilà, tout ça n'arrive pas par hasard. On espère que les prochaines semaines vont nous permettre en tout cas d'y voir plus clair. Et si on pouvait les retenir un petit peu, ça serait quand même pas mal parce que ça craint du boudin. Bon Guillaume, aujourd'hui tu vas pas nous faire une belgitude, mais tu vas nous faire une tchéquitude. Eh bien, aujourd'hui, ce sera effectivement une tchéquitude. Histoire insolite, un projet de barrage longtemps bloqué par les lourdeurs administratives qui a finalement été construit par les castors. Les autorités planifiaient un barrage pour réguler l'eau et prévenir les sécheresses, mais les procédures bureaucratiques ont retardé sa construction. Et pendant ce temps-là, une troupe de castors, pas juniors, locaux, connus pour leur talent naturel d'ingénieurs dans la réalisation de barrages, ont réalisé l'ouvrage bien plus rapidement et efficacement que prévu et permis à la commune locale d'obtenir gratuitement, au lieu de payer 1 million d'euros, un résultat 2 fois plus grand, une étendue d'eau et de zones humides 2 fois plus grand que ce qui était prévu
donc je le disais, à l'origine. Alors, au-delà du travail gratuit des castors, les barrages construits par ces animaux sont intéressants parce qu'ils jouent un rôle double pour l'environnement, à la fois de filtration, en créant des retenues d'eau plus petites et plus nombreuses. Il a été prouvé dans des études notamment menées aux États-Unis que les barrages des castors permettent de retenir les sédiments et même certains polluants comme les métaux lourds avec une efficacité supérieure aux structures construites par l'homme. Ils permettent d'avoir une eau plus saine et même si ils permettent aussi, parfois ils provoquent des inondations, ils permettent aussi de ralentir le débit des cours d'eau à certains endroits même s'ils provoquent parfois quelques inondations sur les berges. Cette anecdote illustre donc à la fois l'impact positif de la faune sauvage sur les écosystèmes, les barrages de castors favorisant la biodiversité et retiennent l'eau, mais aussi l'absurdité de certaines lenteurs administratives comparées aux solutions naturelles. Voilà, on n'a pas retenu les castors et on a bien fait, mais on a retenu l'eau. Ouais, mais bon, par contre, l'intérêt d'un barrage, c'est aussi de faire de l'électricité entre guillemets verte. Du coup, le barrage de Castor, ça, par contre, ça fait pas ça, quoi. Absolument, ben oui, mais bon, écoute, on prend ce qu'on a. Hein. Si on a économisé 1 million d'euros en ce moment, je pense que les gens sont ravis d'avoir économisé ce million. Et puis surtout, j'imagine que si c'est un barrage qui aurait pu être qui a été construit par des castors à la place de l'humain, ça devait pas être non plus un truc. L'objectif de ce barrage, c'était plutôt d'irriguer que de produire de l'énergie. Réguler l'eau et prévenir les sécheresses, comme tu nous l'as dit. Absolument. Allez, on passe tout de suite à la rubrique vie de couple. Et de notre côté, les 15 derniers jours on s'est pas retenu. Hein, surtout au boulot. Et malgré tout... Oui, ça y est, ça recommence. Les week-ends, pas encore les soirs, mais ça va revenir petit à petit. Voilà. Pour moi, en tout cas. On essaie quand même de se préserver un petit peu, quelques moments à deux, des sorties. On essaie de se faire un petit film de temps en temps. Ouais, alors Max me connaît bien, hein, parce que... Bon, mais je connais bien Max aussi. On a commencé il y a quelques semaines à regarder tous les week-ends un James Bond. Voilà, dans l'ordre, pour se refaire la série. Surtout que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais James Bond, la franchise James Bond vient d'être rachetée par Amazon. Effectivement, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner ensuite. On aura sans doute peut-être plus les films réguliers, mais peut-être plus des opus, des séries. On parle un peu d'un rachat à la Marvel. Voilà, on attendra de voir ce que ça donne. Bref, ça n'était pas le sujet. Je me retiens de déraper sur un autre sujet. Et donc James Bond. Et puis alors là, ça c'était le coup du siècle. C'était quand même coup du siècle, lundi soir, discretos. Voilà, moi j'étais sur l'ordinateur. Et puis je vois Max qui vient piocher dans les DVD. Et puis je le vois qui repart avec un DVD. Ah oui, je vais regarder ça. Et je regarde ce que c'est. Qu'est-ce que c'était? Les tontons flingueurs. Et voilà. C'est très bien de me connaître. Un des 3 meilleurs titres c'est un des top Guillaume. 3 de mes films favoris, surtout les films sympas, chaud doudou, qu'on a envie de regarder quand on a juste envie de regarder un truc sympa sans se prendre la tête. Et donc voilà, grâce à ça, on a passé une très bonne soirée tous les deux, impromptu d'ailleurs, parce que je devais être de sortie et puis finalement ça n'a pas été le cas. Mais voilà, quand on se connaît bien, finalement, on arrive aussi à se faire ces petites attentions, ces petites choses ensemble. Exactement, sous le plaid. Sous le plaid. Et pourtant, deuxième sujet, la météo ici à Bruxelles, eh bien, elle ne se retient pas, elle n'est jamais retenue. C'est ça, Guillaume? Ben non, on a aussi passé temps de transition de -5 à +15. Jeudi, il faisait +15 ici. C'est bien, c'était printanier. Ça nous rappelle que le printemps est bientôt là. Enfin, il reste encore un bon mois, mais l'hiver est derrière nous. Aujourd'hui, on a eu une très très belle journée, très ensoleillée. Ça aussi, on profite. La vitamine D nous a manqué un peu. On a eu une période un peu compliquée quand on est après notre retour de belles vacances quand même. Début janvier. Et c'est vrai que se retrouver avec des jours où il fait beau, où on peut voir le soleil autrement que via la lampe à UV, c'est sympa, non? Ouais, alors faut quand même, soyons quand même, comment dire, rendons à la météo Ce qui est à César. On a eu des belles journées de très froid. Où on voyait le soleil et le ciel bleu, ce qui arrive quand même pas très souvent en hiver à Bruxelles, et donc c'était quand même assez agréable. Et là, ce week-end, aujourd'hui, là, on a effectivement une très belle journée. Voilà, il fait 10 degrés, mais c'est tout à fait correct. Et du coup, c'est cool quand même.
Bah oui, encore une fois, c'est une petite dose de positif. Ou parfois, on a un peu tendance à rester dans du négatif, et un petit peu de soleil, c'est du positif. De même que notre sujet dont on peut parler aujourd'hui, c'est celui de se parler, se communiquer, voilà, on a tous des moments où on est un peu comment on dit, under the weather en anglais, on dit quoi, un peu déprimé, un peu pas super en forme. Et puis bah, c'est dans ces moments-là qu'on est content de trouver quelqu'un à côté de soi à qui parler. Oui. Et puis quelqu'un surtout qui lance les discussions, parce que, notamment en ce qui me concerne, je suis pas tellement du genre à lancer les discussions, donc Max me connaît un peu, et donc parfois il lance une petite pique en mode on va y arriver. C'est ça. Bah oui, il faut bien, hein, dans la vie de couple, c'est important de sentir un petit peu que les choses ne sont pas forcément au taquet, et de pouvoir voilà, lancer un petit peu une perche pour qu'on puisse voilà, avoir de la communication dans le couple et pouvoir être là pour l'autre quand il y a des choses qui sont un peu plus pénibles. Donc voilà, bah ça fait partie de nos recettes après presque 15 ans ensemble. Tout à fait. Pour continuer à avancer. Absolument. Et vous l'entendez tout le temps, la communication c'est le plus important, mais il faut le mettre en pratique. En œuvre. Voilà, et on se retient pas là-dessus non plus. Et ben voilà, oui, c'est déjà la fin de ce 11e épisode de la saison 6 de Tranche de couple. Un épisode tout en retenue, ou pas. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est super heureux de continuer à vous compter parmi nos auditeurs, et naturellement, comme on vous l'a dit au début, si le podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. Et n'hésitez pas à nous mettre une note ou un commentaire sur l'application que vous utilisez pour écouter ce podcast. Et puis, voilà, si vous mettez 5 étoiles, ça aidera à vraiment donner de la visibilité au podcast. Il est d'ailleurs diffusé, ce podcast, il ne se retient pas tout le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour ceux qui sont les plus au taquet. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode, et surtout, retenez-le.